Aujourd'hui, dans ce court épisode, nous allons nous intéresser à l'actualité économique en abordant la crise d'un grand groupe immobilier chinois, Evergrande. Alors, pourquoi Evergrande fait-il autant parler de lui ces derniers mois? Evergrande est le deuxième promoteur immobilier chinois et connaît actuellement des difficultés financières suite à une crise de liquidité. En effet, le groupe est lourdement endetté, avec un peu moins de 40 milliards de dollars de dette à court terme. Il annonce plusieurs ventes d'actifs pour améliorer ses finances, mais sa dette totale est colossale. Elle s'estime à 305 milliards de dollars, ce qui représente près de 2% du PIB chinois. Les inquiétudes fusent et on vient à se demander si une crise sur le marché immobilier local chinois peut avoir un impact économique à l'échelle mondiale. Et pourquoi cette crise de liquidité? Comment s'est-elle formée? On sait que le groupe s'est lourdement endetté pour notamment diversifier son activité depuis une dizaine d'années. Le groupe n'est plus seulement présent sur le marché immobilier, mais désormais sur le marché de l'alimentaire et de l'eau minérale. Le groupe a également investi dans un club de football, le Guangzhou Evergrande. Mais c'est surtout en 2015, lors de la crise financière chinoise, que le groupe doit encore plus emprunter pour éviter le défaut de paiement. Par ailleurs, la crise du Covid-19 portera un coup fatal à l'entreprise, qui se voit contrainte de fermer les centres commerciaux qu'elle gère. Cependant, en 2020, les autorités chinoises ont durci les réglementations et l'accès au crédit afin de lutter contre la spéculation immobilière en interdisant notamment de vendre des biens immobiliers avant que la construction ne soit terminée, ce qui remet en cause le modèle de business de Evergrande. Comment a réagi le groupe? Ils auraient peut-être pu éviter la crise. En difficulté, le groupe a décidé de fortement baisser ses prix et de vendre des actions, mais cela n'a pas suffi à résoudre les différents problèmes. En septembre 2021, des investisseurs en colère ont pénétré dans le hall d'accueil des locaux de l'entreprise, réclamant d'être remboursés. Le groupe sous pression s'est alors forcé à respecter les échéances de remboursement. Malheureusement, le 10 novembre, le groupe fait défaut sur une partie de sa dette et un de ses créanciers, le DMSA, entame une procédure de faillite d'entreprise. Quelles sont alors les conséquences potentielles de cette crise? Cette crise de liquidité du groupe pourrait avoir un impact important sur l'économie chinoise, car l'immobilier domine le cycle économique de la Chine. Sa contribution au sens large du PIB s'élevait à 30% en 2017 contre seulement 15% aux États-Unis ou 20% au Royaume-Uni. Ceci est un problème parce qu'au fil des années, il y a tellement eu de construction de logements que l'offre immobilière dépasse largement la demande. On estime qu'il y a la capacité de loger 90 millions de personnes dans des logements vides du pays. Cette pression sur les ventes et les prix de l'habitat, en plus de la réglementation contraignante et cette faillite désordonnée de Evergrande, crée un scénario de hard landing et envoie des signaux de stress. Faut-il alors s'inquiéter? Peut-on la comparer à la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis en 2008 lors de la crise financière des subprimes? Non, pas vraiment. Les risques pour le système financier international sont bien moindres que ceux qui ont découlé de l'effondrement de Lehman Brothers, puisque le contexte de crise est différent. En fait, Lehman opérait sur un marché libre, Evergrande non. Aussi, la faillite de Lehman est arrivée parce que les banques ont arrêté de lui faire crédit, tandis que la majeure partie des dettes de Evergrande concerne des institutions financières nationales, sachant que le secteur bancaire chinois est quasiment détenu en totalité par l'État, qui ne veut pas risquer de créer une crise systémique. Cette crise peut être finalement vue comme une explosion contrôlée, bien que ses conséquences soient réelles et variées, au vu du coût d'arrêt supplémentaire de la croissance chinoise en plus de la crise due à la situation sanitaire. Sans oublier qu'une partie de la dette du groupe est détenue par des investisseurs étrangers, des fonds d'investissement et des grandes banques telles que BlackRock, HSBC, UBS, qui seraient touchés si Evergrande se déclare en défaut de paiement sans la possibilité de les rembourser. Quelles ont été les réactions à l'international? Le président de la Fed, Jérôme Powell, qualifie la situation de Evergrande de très spécifique à la Chine, qui a une dette très élevée pour une économie de marché émergente et dont les tensions dans le secteur immobilier chinois pourraient mettre à rude épreuve leur système financier avec des retombées possibles sur les États-Unis. Et chez le principal concerné, la Chine, quelles ont été les réponses? Face à cette situation, Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, craint une montée des tensions sociales alors qu'il a promis la prospérité commune. Quant à la presse, Global Time, qui est un tabloïd du pays, proche de la ligne éditoriale du quotidien du peuple, qui est le journal officiel du Parti communiste chinois, lui titre La crise de liquidité de Evergrande est gérée de près, pas besoin d'en abuser, afin de contredire les comparaisons avec Lehman, et ajoute par la même occasion que les Américains ne sont pas les mieux placés pour parler de crise financière immobilière, et qu'actuellement, la dette nationale américaine est colossale. Le marché boursier américain a divergé loin de son économie réelle et que les États-Unis feraient mieux de revenir sur la scène internationale avec les risques financiers bien gérés au préalable et injecter le positif sur les marchés mondiaux. Par ailleurs, le quotidien évoque que Evergrande a trouvé sa sortie et que ces problèmes de liquidité sont liés au resserrement de la réglementation du marché de logement avec la mise en place de lignes rouges entreprises par l'État afin de réguler la croissance incontrôlée de ce marché avec comme idée que le logement c'est pour y vivre, pas pour la spéculation. Justement, la Chine aurait fait cela pour gérer les risques du secteur et éviter un impact sur le système financier du pays. Faut-il donc croire que la crise est gérée et que ses répercussions sont finalement mineures?
Alors bien que le risque financier est soi-disant contrôlé, la croissance chinoise est impactée et décélère nettement. Elle a perdu 3 points au troisième semestre 2021 comparé au deuxième trimestre et elle en reste en deçà de son niveau d'avant-crise sanitaire. Cette situation est certes due au Covid-19 et au déboire de Evergrande, mais le pays connaît aussi un faible niveau de consommation et une offre au ralenti à cause des pénuries de composants et flambée des coûts de matières premières. Le pays est confronté à des coupures d'électricité récurrentes liées à des pénuries de charbon. Les centrales thermiques tournent au ralenti. Pour le moment, le choc de l'aggravation de la baisse de l'immobilier est atténué par de très fortes exportations, mais cela, jusqu'à quand? On comprend donc que Evergrande n'est pas le nouveau Lehman, et que la crise de l'équité du groupe ne devrait pas affecter les finances mondiales. Cependant, celle-ci met tout de même un coup de marteau supplémentaire à la croissance chinoise, et on pourrait se demander si ce ralentissement économique de l'atelier du monde peut créer un choc négatif sur l'économie internationale au vu de la forte globalisation actuelle et nos dépendances productives avec la Chine. Ce podcast vous a été présenté par Gauthier et Hugo. Merci d'avoir écouté. Lâche un like et abonne-toi, on se retrouve la prochaine fois.